Est-ce que l'OFB et les agences de l'État liées à l'écologie ont été créés pour emmerder, compliquer la vie des agriculteurs? Non, je ne pense pas. Si on veut s'intéresser au cœur de la détresse agricole, il ne faut pas aller vers l'OFB qui contrôlerait seulement 1% des exploitations. Par exemple, les éleveurs, eux, 100% d'entre eux traitent avec des abattoirs, par exemple. Les abattoirs qui leur payent un prix souvent inférieur au coût de production. Et j'ai découvert dans mon enquête qu'ils mettent dans leur poche tout ce qui n'est pas de la viande. Donc c'est quoi? C'est les abats, par exemple. C'est le cuir. Tout ça n'est pas rémunéré aux agriculteurs. Ils vont même jusqu'à récupérer le sang des fœtus de veau pour en faire du sérum pour l'industrie pharmaceutique. Ils vont même jusqu'à récupérer les calculs biliaires bovins, de la bile agglomérée, qui peut se vendre jusqu'à 150 000 € le kilo. Alors, comment vous expliquez toutes ces critiques à l'égard de ces offices? C'est une façon de contourner le réel problème des agriculteurs, d'avoir des boucs émissaires en quelque sorte? Effectivement, la colère agricole, on l'a beaucoup entendue, on ne l'a pas souvent comprise. On a toujours l'impression que les responsables, c'est des organismes assez lointains. On parle de centrales d'achat à l'étranger, c'est un vrai problème. On va en parler, des normes européennes. Mais il faut surtout s'intéresser aux partenaires directs des agriculteurs. C'est là que se trouve la source du problème. C'est ce que vous avez fait pendant plus de 2 ans, cette enquête qui a donné lieu à ce livre, Le sens du bétail. L'élevage, c'est 37% des exploitations agricoles en France. C'est indispensable, évidemment, pour nourrir les Français, mais beaucoup ont du mal à en vivre. C'est à l'image de Philippe Grégoire. Il a repris l'exploitation familiale il a 37 ans. C'est un élevage de 70 vaches laitières. Il est endetté à hauteur de 250 000 €. Audrey Payas et Benjamin Delmas l'ont rencontré pour cet avou. Là, je fais boire les petits veaux. On démarre entre 6h30 et 7h le matin. Faut compter 70 heures semaine, si on fait une moyenne. Quand vous allez acheter votre brique de lait, 1,20 €, 1,30 €, il nous reste entre 3 et 5 centimes. Pour nous, net. C'est l'industrie agroalimentaire qui a pillé les paysans. Parce qu'ils gèrent la facture, ils gèrent les volumes, ils gèrent les importations. On avait fait des recherches au moment des grèves du lait. On avait trouvé jusqu'à 53% de marge de l'industrie agroalimentaire sur le lait. On s'est fait piéger, on a augmenté en production. C'est-à-dire qu'on avait 30 vaches, 50, 60, 70. Mais quand on n'a pas de marge avec 30 vaches, il n'y en a pas avec 300. On s'est endetté dans le système. Vous l'aimez toujours, votre métier ? Ah non, plus comme je l'aimais. On nourrit la population et nous, on finit par en crever. Ce que dit Philippe Grégoire, beaucoup des éleveurs que vous avez rencontrés vous l'ont confirmé, c'est le système qui est la source de leurs problèmes. Ils ont été trahis par ceux qui sont normalement leurs partenaires. Exactement. Qui en particulier? Eh bien, ils me disent effectivement qu'ils sont devenus esclaves de leurs partenaires. Donc ça concerne le système bancaire qui peut les envoyer dans le mur dès le premier rendez-vous. Vous n'êtes même pas encore éleveur, qu'on vous pousse dans des systèmes sur la base de chiffres qui sont déconnectés de la réalité. Ça peut être les chambres d'agriculture qui conseillent ces études économiques d'installation, mais il y a effectivement les abattoirs, les industriels, plus loin la grande distribution. Et moi, dans mon enquête, je remonte la filière pas à pas et je découvre à chaque fois des pratiques impensables. J'ai découvert que les éleveurs ne savent pas forcément ce qu'ils donnent à manger à leurs propres animaux, par exemple. Vous dites qu'ils sont les plus méprisés du système? Oui, ceux qui en sont à la base. Et oui, sans eux, il n'y a pas à manger. Sans eux, c'est eux qui font tourner la filière. Et quelque chose d'assez illogique, c'est eux qui créent la richesse. Alors comment expliquer que ce soit ceux qui sont les plus méprisés? Ils font vivre des dizaines d'entreprises, des dizaines de personnes qui ont tous des salaires garantis à la fin du mois, des vacances, des congés, tout ce qu'ils n'ont pas. Vous parlez du piège du système bancaire. C'est l'histoire de Sophie et de Jean-François. Leur rêve, c'était d'élever 60 vaches en plein air. Premier rendez-vous avec leur banquier, on leur impose d'investir 1 million € dans un élevage industriel de 400 veaux en parallèle du leur. Parce que c'est la seule façon pour la banque de considérer que leur installation est rentable, sinon on ne leur prête pas d'argent. Exactement, c'est exactement ça. Les banques considèrent que quand on a un contrat avec un industriel, c'est un industriel néerlandais, c'est plus fiable. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que l'éleveur, dans ce système, qui est un système intégré, devient en fait l'esclave de l'industriel. On lui impose des animaux, des aliments. Il y a un technicien qui vient toutes les semaines vérifier, conseiller, mais surtout donner des ordres en réalité. Qu'est-il arrivé exactement à Sophie et Jean-François? Déjà, c'était beaucoup plus dur et chronophage que prévu. Et alors qu'ils allaient toucher une prime de 16 000 €, ils ont reçu un lot d'animaux qui étaient malades, boiteux, des attestations le confirment.
Et ça a été l'hécatombe, en fait. Tous les matins, Jean-François me disait, je ramasse 1 ou 2 veaux qui n'ont pas passé la nuit. Certains, après s'être alimentés, convulsés et mouraient. Il y a 72 veaux sur les 400 qui sont morts. Ils ont commencé à l'ouvrir, et dans le monde agricole, quand vous commencez à parler, on vous fait taire. Et donc, l'industriel a tout simplement rompu le contrat en les accusant de maltraitance animale. Et voilà comment, en 2-3 ans, on a investi 1 million d'euros et on se retrouve sans moyen de travailler. Parce que le bâtiment de veau, il ne sert à rien d'autre qu'à ça. Certains décident de mettre fin à leur jour dans cette situation qui est malheureusement très commune. Eux, ils ont décidé de s'enfuir. Et je les ai retrouvés 6 mois plus tard, près de chez moi, à Rouen. J'ai découvert que c'était une famille en cavale. Ils dormaient dans leur voiture avec leur fille de 4 et 6 ans. Ils ont passé l'hiver dans leur voiture. Et un jour, Sophie m'envoie un ultime message me disant « Ulysse, tu peux plus rien faire pour nous. J'ai bientôt plus les moyens de payer mon forfait de téléphone. Tout ce que tu peux faire, c'est raconter mon histoire pour pas que ça arrive à d'autres. » Ce que vous faites dans le livre, c'est des agriculteurs qui se disent victimes aussi de règles qu'ils trouvent absurdes. C'est ce que vous raconte Émilie. Elle est éleveuse de poules. Pour détecter la salmonelle, les analyses sont faites sur les fientes de ces animaux et la poussière des bâtiments. À la première alerte, les œufs sont interdits à la vente. Vous écrivez qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de tuer ses poules. Oui, tout à fait. C'est assez vicieux de dire vous n'avez plus le droit de vendre vos œufs, parce que ça veut en réalité dire qu'on ne peut plus nourrir ces animaux et qu'il faut s'en débarrasser. Si l'État disait il faut abattre votre lot, il devrait l'indemniser. En procédant comme ça, il n'y a pas besoin d'indemniser. Donc, Émilie contacte des abattoirs, mais elle a que 1500 poules. Ça n'intéresse pas l'abattoir. Un lot de volailles soi-disant contaminées à la salmonelle de 1500 poules. Ils lui disent on ne vous les prend pas, par si vous payez 3 € par poule. Émilie a déjà tout perdu, elle n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Elle a dû les tuer à main nue. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a des dizaines d'éleveurs qui témoignent en leur nom, dans mon livre, sur cette norme salmonelle qui est une absurdité qui embarrasse beaucoup les responsables agricoles. Personne ne sait comment gérer ça. Les normes sanitaires, elles sont importantes quand même. Et évidemment, c'est très important de surveiller la salmonelle. Ça peut être dangereux pour la santé. Mais quand on analyse la salmonelle dans le lait ou dans la viande, on prend un échantillon de lait ou de viande. Dans ce cadre-là, on n'analyse pas les œufs, on n'analyse pas les poules. On applique une sorte de principe de risque zéro qu'on peut comprendre, mais poussé à l'extrême. En fait, ça décime notamment les élevages plein air et bio où la salmonelle peut plus facilement se retrouver dans l'environnement. Que vont d'ailleurs devenir les œufs interdits à la vente ? Eh ben, c'est ça le pire, c'est qu'on finit par les manger. Ils sont envoyés en casserie. D'ailleurs, les casseries sont ravies d'obtenir ces œufs, parfois gratuitement, au lieu de les payer. Et parce que la salmonelle, il faut le savoir, elle disparaît quand elle est chauffée entre 60 et 90 degrés. Et donc, c'est ça le pire, c'est que ces œufs et ces poules, soi-disant dangereux pour la santé, ils finissent parfois dans nos assiettes. Donc c'est une aubaine pour l'industrie agroalimentaire. C'est une aubaine pour l'industrie agroalimentaire, effectivement. Les partenaires dont ont besoin les éleveurs, ce sont les coopératives agricoles. Elles ont été créées par et pour les agriculteurs, mais d'après votre enquête, certaines nuisent plus aux éleveurs qu'elles ne les aident. C'est assez paradoxal. Oui, c'est assez difficile à comprendre. Il faut comprendre que les coopératives se sont en quelque sorte retournées contre les éleveurs. Elles ont plongé dans le système capitaliste. Et là où ça a été très intéressant dans mon enquête, c'est qu'effectivement, les éleveurs ont beaucoup de suspicions. On a l'impression qu'on est là pour faire tourner la boutique de la coopérative, leur acheter des animaux, des aliments, du matériel. Et en retour, ils ont le droit de contourner la loi Egalim et de nous imposer des prix anormalement bas. Ce qui était intéressant, c'est de trouver des témoignages de l'intérieur qui allaient me confirmer ces suspicions. Et ça a été au-delà de les technico-commerciaux. J'ai 5 témoignages de technico-commerciaux. C'est très rare d'en avoir, de coopératives différentes. Ils m'ont tous dit que la coopérative les poussait à vendre abusivement des produits aux agriculteurs. Là, je pense à Charlotte. Elle m'a raconté quelque chose d'assez fou. Il y avait des compétitions de vente de pesticides organisées dans des hôtels 4 étoiles durant tout un week-end. Il y a les représentants des fabricants des pesticides viennent, ils vont faire une présentation en disant voici nos derniers produits, nos arguments de vente. Et ensuite, les technico-commerciaux dégainent leur téléphone et ils doivent vendre un maximum de pesticides à un maximum d'agriculteurs coopérateurs. C'est eux les copropriétaires de la coopérative. Et toutes les demi-journées, eh bien, on regarde les scores, on voit qui est en tête. Et les meilleurs vendeurs, ils n'ont pas de prime. C'est interdit la prime sur les ventes de pesticides. Mais on leur offre une vie de luxe. Charlotte, elle me raconte qu'elle a visité des dizaines de pays, qu'on l'a invité dans des restaurants étoilés pour, en quelque sorte, la féliciter de son bon travail. Demain, le 1er mars, se terminent les négociations entre les industriels et les distributeurs pour fixer les prix. Et selon le représentant des grandes marques de l'agroalimentaire, ces négociations, sur le final, se passent mal.
Ça se passe mal. Il reste 2 jours de négociation, on n'a que 10% de signature. Ce qui coince, c'est les demandes de la distribution qui demandent des baisses de prix de manière complètement inconsidérée par rapport à la réalité économique des entreprises. Les entreprises, elles ont un peu d'inflation sur leurs coûts de production. Tout a augmenté de manière très importante, l'énergie, la matière, les transports, les salaires. On estime à peu près que les entreprises ont pris 4,5 milliards de hausse de coûts de production. Elles en ont répercuté dans leur prix à la distribution que 3 milliards. Donc elles ont absorbé 1,5 milliard. Et aujourd'hui, on fait face à des distributeurs qui demandent des baisses. Vous consacrez un chapitre à ceux que vous avez baptisés les négociatueurs et vous écrivez « Bienvenue dans un monde qui ne répond qu'à une seule règle, payer le moins cher possible ». De leur point de vue, on peut le comprendre, mais en bout de chaîne, ce sont les éleveurs qui payent. Oui, tout à fait. Qui subissent, en tout cas. Tout à fait. Là aussi, j'ai réussi à avoir un témoignage assez rare d'un industriel qui m'a expliqué ce qui se passe en box de négociation. C'est assez rare d'entendre ça. Il m'explique que c'est un industriel de la volaille. Certes, on négocie le prix. Alors, on négocie toujours chez le distributeur, on vous met dans des conditions pas très agréables, on vous fait attendre 2 heures sur des chaises bancales, dans des pièces trop chaudes ou trop froides. Et en fait, certes, on discute le prix, mais j'ai compris que la vraie négo, elle se passe ailleurs. C'est le contrat de coopération commerciale. On vous dit, bon, si vous voulez être chez nous, il faut payer votre place dans les magazines, dans les catalogues, votre place en rayon, à tête de gondole, les annonces audio qui passent dans le magasin, les travaux qu'on va faire dans le centre commercial. Ils financent même, les fournisseurs financent le vol dans les magasins. On vous dit, bah voilà, si vous nous livrez 100 poulets, statistiquement, on va nous en voler 2. Donc, vous allez nous en donner 102. Et puis, bon, si vous nous en donnez 50, vous passerez peut-être devant votre concurrent. Et c'est sans fin. Et dans certains cas, certains distributeurs ont été condamnés pour des prestations totalement fictives. Là, c'est des centrales de services où vous devez payer une sorte de droit de péage. Vous devez payer 2% du chiffre d'affaires que vous allez faire sur l'année. Et on vous dit pas que c'est juste payer un péage. On vous dit oui, c'est pour des études de marché. Vous allez voir, on va vous aider à vous développer à l'étranger. Et en retour, les industriels en fait reçoivent des sortes de PowerPoint pas très pertinents qui ne concernent parfois même pas leur secteur d'activité. Et il y a eu des condamnations définitives pour ça. L'urgence, et c'est ce qu'on comprend au terme de votre enquête, c'est de se concentrer sur la question du revenu de ces éleveurs. C'est ça l'urgence. Oui, tout à fait. Le revenu des éleveurs, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, mais qu'on ne veut pas voir. C'est même compliqué d'avoir des données statistiques pour savoir combien les éleveurs se prélèvent réellement. On ne parle pas du bénéfice de la ferme, qui est souvent le chiffre employé, mais de ce qui se prélève réellement. Et de ce qui se verse, oui. De ce qui se verse, exactement. Il y a eu des lois Egalim pour protéger le revenu des agriculteurs, mais on se rend compte que bien souvent, elles sont contournées ou ignorées dès le lendemain de leur signature. Dans la viande bovine, normalement, il doit y avoir un contrat obligatoire entre l'éleveur et l'industriel. Il n'y en a que 20% qui sont contractualisés. On sait bien que les supermarchés s'exportent à l'étranger, paraîtrait-il, pour contourner les lois Egalim. Ça a été presque l'aveu du PDG de Système U qui vient de quitter sa centrale d'achat en Suisse parce que, selon lui, ça ne respecterait pas forcément les lois Egalim. Donc, tout le monde le voit, mais il n'y a pas forcément de sanctions qui sont mises en place. Merci beaucoup, Willy Stévenon. Je rappelle le titre de votre enquête, Le sens du bétail. Vous ne mangerez plus jamais de la même façon. Et c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci de votre présence ce soir à la Story.